Alors, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce live. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Mathias Lacoste, l'un des initiateurs et l'actuel porte-parole du collectif Justice Covid-19. Ce collectif rassemble des citoyens engagés. Il a été créé pour mettre en lumière les responsabilités des acteurs du scandale du Covid-19 en France par la voie judiciaire à travers une action pénale collective. Ce que nous reprochons à nos gouvernants, c'est leur impréparation et c'est ce que nous mettons en avant dans notre plainte face à cette catastrophe sur tous les plans, que ce soit sanitaire, économique et social. Avec plusieurs points qui ressortent, la capacité à tester massivement, le bien fondé de l'usage des masques, les stocks de masques, les essais cliniques, les modes de transmission du virus, etc. La liste est longue, on pourrait l'allonger évidemment. Alors ce live ce soir sera un débat avec une discussion ouverte et nous prendrons aussi des questions de chacun d'entre vous, de toutes les personnes qui nous regardent ce soir. Et le thème, c'est pourquoi et comment en est-on arrivé là. Alors l'avocat de notre collectif est présent aussi ce soir. Maître Benayem, bonsoir. Bonsoir. Nous avons aussi la chance d'avoir comme invité le docteur Jérôme Marty, qui est médecin à Garonne et président de l'Union française pour une médecine libre. Merci docteur d'avoir répondu favorablement à notre demande. Bonsoir. Vous êtes un médecin dont les prises de position sont courageuses dans le contexte actuel. Alors, avant d'aborder la première question, je vais tout de suite vous laisser la parole pour que vous puissiez vous présenter à chacun d'entre nous. Maître, allez-y. Je vous en prie, docteur, mais bon, on va pas sur des politesses. Donc, merci Mathias pour cette présentation. Donc, effectivement, je suis l'avocat de Justice Covid-19, en tout cas celui qui est chargé de porter la plainte collective que vous déposez, plaintes collectives qui, comme je vous le rappelle, sont des plaintes individuelles qui sont mises ensemble pour pouvoir opérer d'abord des économies d'échelle, parce qu'une plainte contre un gouvernement, quel qu'il soit, c'est toujours très onéreux. Donc là, ça nous permettra d'avoir un coût réduit. Et puis par ailleurs, ces plaintes collectives nous permettent de viser une indemnisation auprès du fonds de garantie, indemnisations qui, elles, sont individualisées, c'est-à-dire que chacun d'entre vous, bien que plaignant collectif, a la possibilité de faire en sorte que son préjudice spécifique lui soit indemnisé. Préjudice qui peut être un préjudice minimal, c'est-à-dire le préjudice que nous avons tous subi, qui est ce préjudice d'angoisse créé par ces dysfonctionnements et cette impréparation que nous dénonçons au travers de notre plainte, ou des préjudices malheureusement beaucoup plus élevés, qui peuvent être d'ordre économique, avec le chômage partiel dont beaucoup d'entre vous ont été victimes, avec des conséquences économiques qui sont parfois encore plus graves que ce chômage partiel, et puis des préjudices physiques ou des préjudices d'affection qui, là encore, peuvent être très importants pour ceux qui ont été le plus touchés, soit au travers de leur famille, soit au travers de leur propre personne. Voilà, donc c'est une présentation rapide que je fais de la plainte que Covid-19 m'a demandé de porter devant les juridictions, et en particulier devant le parquet de Paris. Et pour me présenter de façon très simplifiée et très rapide, je suis avocat spécialisé en droit pénal et spécialisé aussi en droit médical et en droit sanitaire, ce qui fait que j'ai une petite habitude de ce type de situation où l'on commence par nous dire que tout est normal et que tout va bien avant que les responsabilités soient mises en avant et qu'on nous trouve encore d'autres explications pour tenter de nous dire que l'on peut être responsable mais pas coupable, mais nous avons l'habitude et nous saurons quoi répondre. Voilà, Mathias. Merci, docteur. Je vous laisse vous présenter. Ouais, je suis le docteur Jérôme Marty, je suis médecin généraliste à Fronton, en Haute-Garonne. Je suis président de l'Union française pour une médecine libre syndicat, qui est donc un syndicat de médecins. C'est le petit nouveau des syndicats, mais qui entend un petit peu renverser la table, enfin un petit peu beaucoup même, puisqu'on a pour prétention d'être premier syndicat français d'ici un an.
Ce qui veut dire qu'en 3 ans, on sera parti de rien pour arriver à la tête un petit peu du syndicalisme français. Et cette vision du syndicalisme est différente de celle qu'on peut voir habituellement, puisque nous, on a des gens de l'hôpital et on a des gens du secteur libéral. Et puis, on a vraiment la volonté d'avoir une vraie représentativité, c'est-à-dire de représenter la profession dans son ensemble avec des milliers d'adhérents, parce qu'on porte des valeurs qui sont basées sur l'éthique, la déontologie, le respect, l'indépendance médicale. Et c'est pour ça que très tôt, au sein de cette crise, on s'est mis un petit peu en avant, parce qu'on voyait bien qu'étaient mis en bas ces valeurs, avec, comme l'a dit Maître Benaïm, des mensonges flagrants, des manipulations, des pertes de chance pour les patients, des pertes de chance pour les soignants, un irrespect total de ce qu'est le soin dans ce pays et de ce que sont les mains qui soignent. Et c'est pour ça qu'on s'est mis en avant. Il se trouve que je suis un peu médiatisé parce que je participe à différentes émissions, et ce qui m'a permis de pousser un petit peu cette voie de la médecine, dans laquelle un certain nombre de gens se sont reconnus, à la fois des soignants, mais également beaucoup de patients. En tout cas, on vous remercie d'avoir accepté de débattre ce soir avec nous. Alors, la première question, c'est où en est-on aujourd'hui de cette pandémie? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la situation sur le terrain? Quelle remontée vous avez, vous, à votre niveau, docteur? Les remontées qu'on a, elles sont plutôt favorables actuellement, puisque le temps est assez calme dans les centres Covid sur tout le territoire. On a tendance à voir quand même une certaine baisse, hormis dans le sud-ouest, justement, où on a quelques signaux d'alerte avec un frémissement, avec une petite hausse des cas. Par contre, on voit bien qu'on a des clusters un peu partout, mais quand on cherche, on trouve. Très simplement, on a mis en place quelque chose qu'il fallait faire dès le début de la crise. Il fallait tester largement. Le gouvernement n'a pas voulu le faire parce que là aussi, sa doctrine était basée sur le manque et il manquait le test. Donc, ils ont écarté le fait de tester largement la population, de faire des panels, c'est-à-dire des sortes de tests sondages à partir de panels de la population pour voir quelle était la circulation de ce virus, en particulier hors cluster. Or, ce qu'on sait maintenant avec les derniers éléments un petit peu scientifiques et observationnels, c'est que c'est une pathologie de la communauté, c'est une pathologie de la concentration de la population, et il faut plus parler de clusterémie que d'épidémie. C'est-à-dire que c'est une affection qui se transmet principalement dans les lieux clos, quand il y a concentration de population, parce qu'il y a une forte aérosolisation. Et j'insiste là-dessus parce qu'au départ, on a nié l'aérosolisation. On était quelques soignants à dire il y a une aérosolisation, et l'État nous disait il n'y a pas d'aérosolisation. Il y a uniquement des gouttelettes, d'où la fameuse distanciation physique ou sociale à 1 mètre, alors que les autres pays la font à 2. Ils la font à 2 parce qu'ils tiennent compte de cette aérosolisation. Et les dernières études, le Lancet vient d'en publier une il y a 24 heures, montrent qu'il y a un facteur contamination de 50% à 90% lié à l'aérosolisation. Donc, on est bien sur un maximum de causalité sur l'aérosolisation, plus que par les gouttelettes, ce qui explique que c'est dans les lieux clos principalement que se transmet la maladie. Et au fond, si l'on veut bien regarder le point de départ de cette affection, chaque fois qu'on a eu un point de départ de cluster, c'était dans des lieux clos. Ce qui veut dire qu'en plein air, si vous n'êtes pas dans une concentration de population, si vous êtes exposé un petit peu au vent, etc., il y a quand même très très peu de risques de s'infecter, de se contaminer. Par contre, si vous êtes dans un open space, dans des bureaux, dans une entreprise, on l'a vu avec les abattoirs dernièrement par exemple, etc., là, il y a de forts risques et là, il faut mettre des masques et probablement, si l'épidémie continuait, mais il apparaît encore une fois que les courbes sont plutôt sur la baisse, mais on verra véritablement ça dans les 5-6 jours. Mais si l'épidémie se maintient, il faudra considérer qu'il faudra sans doute armer les entreprises, non pas en masques chirurgicaux, mais en masques FFP2. Ah oui. Donc, changement un peu de méthode, quoi. Oui. On le savait quand même, dès le départ, on a quand même eu des échos. Il y a eu une contamination, notamment dans une église, je crois que c'était en Corée, non? Qui a eu une contamination, mais c'était au début de l'épidémie, moi, il me semble. Ouais. Oui, et puis il y a eu le fameux cas de la réunion évangélique de Mulhouse, si mes souvenirs sont bons. Là, l'explication, elle est principalement liée à l'aérosolisation. Voilà des gens qui, par centaines, se réunissent dans une même pièce pendant 3-4 jours, qui chantent. Or, on sait que quand on chante, on aérosolise beaucoup, qui crée un nuage viral que tout le monde respire, et vous avez des centaines de contaminations. Ça ne peut pas s'expliquer juste par des gouttelettes et des embrassades, quoi, et des serrements de main. C'est simplement un nuage qui s'aérosolise. Et puis, vous avez le cas du match Atalance-Bergame, à Bergame, entre Valence et Atalante.
qui a créé, pareil, où vous aviez des milliers de personnes qui ont chanté dans un stade, etc., et avec des milliers de contaminés, ce qui a lancé le cluster de Bergame en Italie. Donc, à chaque fois, c'est vraiment des zones de concentration populationnelle en zone close. Alors, un stade, c'est certes, le toit est ouvert, mais la conformité du stade, la circularité du stade fait que vous avez un nuage aérosolisé qui va tourner autour du stade et que les gens respirent. Moi, à ce niveau de la discussion, j'ai une question. Est-ce que vous pensez qu'au regard de la connaissance que vous avez aujourd'hui de la propagation de la maladie par clusterisation, les méthodes qui ont été mises en place et les décisions qui ont été prises au départ de cette pandémie, pour reprendre le terme employé de façon générique, étaient les bonnes décisions? Certes pas. Certes pas, ce n'était pas les bonnes décisions. Si on reprend, c'est amusant de reprendre les premières fiches Mars. Vous savez, les fiches Mars, c'est les fiches distribuées par les ARS, les fiches d'alerte sanitaire. Vous prenez les fiches Mars du 30 janvier ou du 4 février, dedans, il est dit que les professionnels du soin au contact des patients Covid doivent être munis de masques FFP2. On ne vous parle pas de gestes invasifs, on ne vous parle pas de fibroaspiration et d'intubation, comme ce sera le cas quelques jours plus tard, où on réservera les masques FFP2 aux gestes invasifs pouvant provoquer une aérosolisation, c'est-à-dire qu'on fait une espèce de patamédecine en donnant des arguments pseudo-scientifiques pour justifier le fait qu'on ne va pas donner de masque FFP2 en dehors de ces maigres cas, parce que tout simplement, on en manque. Et on commence à construire cette doctrine sur le manque à partir de ce moment-là, c'est-à-dire quand le gouvernement s'aperçoit qu'il manque de stock, qu'il n'y a pas de stock de masques et qu'il n'a pas les capacités de les faire venir suffisamment vite. Mais au départ, sur les premières fiches, je vous renvoie aussi à la fiche COREB de la Direction générale de la santé ou de la Direction générale de l'offre de soins. Sur cette fiche COREB, le 22 janvier, il est dit pareil que l'ensemble des soignants doivent porter des masques FFP2. Et le manque, si l'on regarde autre élément de preuve sur cette aérosolisation et ces dégâts en lien avec cette fameuse charge virale que crée cette aérosolisation, c'est très simplement le cas malheureux du nombre de décès chez les médecins. Si vous regardez la proportion de médecins décédés, elle est très très fortement en défaveur de la médecine libérale, c'est-à-dire qu'actuellement, vous avez 40 médecins libéraux décédés, et je crois qu'il y en a 3 ou 4 de l'hôpital public. Ce n'est pas du tout pour porter préjudice à l'hôpital public, mais simplement l'hôpital public a disposé de moyens de protection bien supérieurs à ceux de la médecine libérale, à qui on a fourni, hormis une semaine où on a reçu 6 masques FFP2, le reste du temps, des masques chirurgicaux, en nous disant là aussi des arguments pseudo-scientifiques du style, si le patient met un masque et que vous en mettez un, vous êtes protégé. Si vous mettez un masque FFP1, un masque chirurgical par-dessus un masque chirurgical, vous arriverez à peu près à la valeur d'un masque FFP2 et autres conneries. Oui, donc on a vraiment placé. Et alors justement, dans les hôpitaux, c'est exactement ce que j'allais vous poser comme question. Dans les hôpitaux, le risque de contamination, il est quand même important. Donc, du coup, il est très important. En fait, si vous voulez, on a créé des clusters. C'est ce qu'il faut comprendre. L'hôpital est devenu un des premiers clusters, quoi. On n'a pas voulu le voir jusqu'à présent parce qu'on n'a pas testé tous les personnels de soins. Et vous savez qu'on l'avait demandé depuis le début, notamment dans les EHPAD. On a dit qu'il faut tester tous les patients, il faut tester tous les soignants. En particulier dans les EHPAD, les USLD, unités de soins de longue durée, les services de gériatrie continue, services de médecine de gériatrique, et les services de soins de suite réadaptation, qui sont les 4 établissements, les 4 sortes d'établissements où vous avez en quelque sorte une concentration de patients âgés et donc une concentration de population extrêmement à risque par rapport à cette pathologie. Il fallait tester tous les soignants et tester tous les patients, très simplement pour faire ce qu'a demandé l'OMS, tester, écarter, tester, écarter. La doctrine de l'ORS, de l'ARS, des ARS, qui sont les relais de l'État, était de dire dans les EHPAD, on teste, dès l'instant où il y a un patient symptomatique, on teste jusqu'à 3 patients. Au bout de 3 patients, on arrête de tester parce qu'on considère que la maladie diffuse. Sauf que quand la maladie diffuse, elle tue dans les EHPAD, et on a vu les drames que l'on a vécu. Et puis, il y a quantité de formes asymptomatiques, on le sait, ce qui veut dire que dans une pathologie qui est éminemment nosocomiale, toute l'expérience internationale l'a montré, et dans le cadre d'établissements qui étaient confinés, qui étaient fermés, et c'était le cas depuis le 11 janvier, c'était le cas depuis le 11 mars, pardon, c'était le cas des EHPAD, elles étaient fermées, ce qui veut dire qu'au bout de 3-4 semaines, la seule possibilité qu'il y ait une contamination d'un patient, c'était qu'elle vienne du personnel. Puisque le personnel, lui,
sortaient et rentraient. Donc, si on ne testait pas le personnel et qu'on n'écartait pas les personnels asymptomatiques, potentiellement, on faisait des personnels les responsables d'une contamination qui allait tuer à coup sûr un certain nombre de patients, ce qui est terrible pour les personnels, puisque là, on est à l'opposé de la mission d'un soignant, qui est celle de soigner, mais qui n'est pas celle de rendre malade. Et on a mis sur les épaules des personnels ces responsabilités, ce qui est absolument terrible. D'autant qu'il faut se rappeler de la violence qu'ont subi les familles des patients, puisqu'on était dans une configuration extrêmement particulière, puisque les familles ne pouvaient pas accéder aux EHPAD, ne pouvaient pas rentrer dans les établissements. Et cette pathologie, quand elle frappe une personne âgée, très souvent, malheureusement, elle évolue de façon extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'en quelques heures, vous avez une bascule entre un patient qui va bien et un patient qui va très mal et qui décède. Et ça, souvent, dans les 24 heures. Donc, vous aviez des familles qui étaient prévenues le matin que leurs proches, père, mère, grand-père, allaient mal. Le soir, on les appelait en leur disant il va très mal. Et dans la nuit, on les appelait en leur disant il est décédé. Ils ne pouvaient pas accéder aux patients, jamais, et ils ne reverront jamais le corps, puisque le corps sera mis en cercueil hermétique immédiatement, et donc il n'y a aucun moyen de faire le deuil. Et Maître Benaïm le sait bien, mieux que nous, une des façons de faire le deuil, c'est de porter plainte, c'est d'aller devant l'ONIAM ou d'aller à la CRCI, et à ce moment-là, vous faites votre deuil par la réponse de la plainte. Et donc, on va avoir des soignants, on va avoir des directions d'EHPAD qui vont se retrouver en justice, pas directement de leur fait, si vous voulez, mais ça sera comme ça. Et donc, on aurait pu éviter tout cela si on avait été logique, si on avait testé tous les soignants et tous les patients, ce que finalement, on est arrivé à obtenir à force d'alerte. Vous savez qu'à ce moment-là, ils ont dit que dès l'instant, ils ont changé la doctrine, dès l'instant où un patient était symptomatique, on testait tous les soignants et tous les patients, sauf que dans la réalité, malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est fait partout, mais c'est ce qui a permis de voir, là aussi, qu'on avait raison, et on a trouvé des EHPAD où il y avait 80%, 90%, 95% de personnel qui portait la pathologie. Alors justement, Olivier Véran, la semaine dernière, nous a annoncé 700 000 tests par semaine. Ouais, sauf que c'est faux. C'est faux. Non, c'est faux. Clairement, c'est faux. On est dans l'incapacité de faire 700 000 tests encore aujourd'hui. Les laboratoires, quand on les interroge, nous disent qu'on doit être aux alentours de 240 000, 300 000 maximum par semaine, c'est-à-dire même pas la moitié des 700 000 tests. Pourquoi? Parce qu'on manque de réactifs, on manque d'écouvillons, on manque de robots. Et certains laboratoires n'ont toujours pas reçu les décrets qui leur permettent d'exercer, en particulier des laboratoires territoriaux. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas encore prêt. J'en veux la preuve, par exemple, très bête, qu'un certain nombre de laboratoires qui participent aux tests RT-PCR, aux écouvillonnages nasaux, manquent d'écouvillons et donc se débrouillent, font avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec des écouvillons qui sont faits pour des prélèvements de plaies ou des prélèvements cutanés qu'ils vont mettre dans le nez. Alors, il n'y a pas plus de faux négatifs, mais par contre, c'est beaucoup plus douloureux pour le patient et le rôle d'un soignant, c'est pas de faire mal à un patient. Incroyable, incroyable. Et alors vous, en tant que président du syndicat de médecins, vous menez quel type d'action par rapport à tout ça? Déjà, de dénoncer ces choses-là et puis de les livrer au public, de dire ce qui se passe, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de réunir les gens et pareil, d'aller en justice et on a dit qu'on irait après la crise. Là, on a été contacté par des familles de médecins qui ont perdu la vie. On va sans doute essayer de regrouper ces familles et puis de voir avec elles ce que l'on peut faire, c'est-à-dire faire un petit peu le même type d'action que ce que nous avons fait pour la faculté de Descartes, quand il a été mis à jour par Anne Jouan, la journaliste de Paris Match et du Canard Enchaîné, qui dans l'Express, puisqu'elle travaille dans les trois journaux, qui dans l'Express a mis à jour ce scandale, vous savez, de cette fac fossoyée où on maltraitait les corps qui avaient été donnés à la science. Et donc, on a regroupé 28 familles à l'époque et on est monté en justice pour arriver à faire répondre en quelque sorte les responsables de cette histoire, que sont en particulier un certain nombre d'administratifs et de médecins, dont la direction ou le doyen de la faculté Descartes. Vous, maître, par rapport à tout ça, écoutez, moi, ce que je retiens des explications du docteur Marty, mais on avait déjà eu un entretien la semaine dernière, c'est qu'on nous ment délibérément. Ce n'est pas acceptable d'avoir des gouvernants qui peuvent avoir des propos, des discours et des positionnements sur des problèmes de santé publique
en fonction de critères qui n'ont rien de médicaux, qui sont à la fois des critères de pure communication et puis qui sont des critères liés à des problèmes pratiques et rien d'autre. Donc ça, c'est très préoccupant. C'est très préoccupant et ça fait partie de ce dysfonctionnement. La seconde chose qui me préoccupe, et c'est la conversation que j'ai eue dans l'après-midi avec l'un de nos confrères, c'est les conséquences du point de vue des libertés de cette situation d'état d'urgence sanitaire qui finalement a bon dos et au travers de laquelle on nous fait passer beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui ont un caractère liberticide, qui sont pour l'heure plus ou moins acceptées par la population parce que d'abord elle n'en a pas forcément la compréhension immédiate et parce qu'ensuite, même quand elle pense en avoir une certaine forme de compréhension, elle s'imagine que le danger légitime cette prise de décision. Alors, votre confrère me disait, moi, ma principale préoccupation, c'est le secret médical. Demain, on va nous obliger à divulguer des noms, ou en tous les cas, on va nous inciter à les faire. Et même si le Conseil constitutionnel a partiellement retoqué le projet, il n'en demeure pas moins que cette violation du secret professionnel va être effective. Et que face à ça, nos institutions médicales, en particulier les conseils de l'ordre, ont l'air de faire un petit peu… ils ne sont pas très arc-boutés sur le problème, alors qu'on pourrait légitimement s'imaginer que pour le secret médical, qui est quand même fondamental, on est de la part des médecins et de leur encadrement, et en particulier des conseils de l'ordre, une réaction beaucoup plus virulente. Parce que c'est dans ce type de situation que le secret médical s'apprécie dans sa plénitude. Et par analogie, pour une période que j'ai connue, qui est la période du sida, on aurait pu avoir ce type de tentation. On aurait pu dire, alors que c'était une contamination qui là se faisait d'individu à individu, on était dans les années 90, et là cette tentation n'a pas eu lieu. Et si elle avait eu lieu, il y aurait eu une levée de bouclier. Alors qu'aujourd'hui, en 2020, on est quelques-uns à réagir, mais on n'est pas forcément très nombreux. Et du point de vue des institutions médicales, je regrette, et j'aimerais avoir votre opinion, ce silence assourdissant de la part des conseils de l'ordre. Alors nous, on est intervenus, on est beaucoup intervenus. Moi, je suis beaucoup intervenu partout sur les plateaux, sur le contact tracing, et je vous invite d'ailleurs à aller voir une longue interview du Journal international médical qui est que là-dessus, une interview vidéo que j'ai faite. Mais je suis intervenu sur CNews, sur BFM, un peu partout là-dessus. Nous, on était totalement contre le contact tracing pour deux choses, pour deux raisons. La première, effectivement, c'est le fait que cela bafoue le secret médical. La deuxième, et à mon avis, c'est encore plus grave, c'est le fait qu'on ne respecte pas le consentement du patient. Et ça, c'est la base même de la médecine. Parce que la médecine est basée sur la confiance. Il n'y a pas de confidence sans confiance et il n'y a pas de médecine sans confidence. Donc, si l'on casse la confiance, il n'y a plus de possibilité de médecine. Or, dans cette affaire-là, on voit bien que dans l'article 6, je crois, il est dit que dans l'exploitation des fichiers, dans certains cas, le consentement du patient peut ne pas être demandé. Donc là, c'est une cassure, une césure complète sur l'assise de notre métier, l'assise de notre profession, qui est ce consentement du patient, qui est en lien également avec le secret médical. Alors, entre-temps, depuis qu'on a été quelques-uns quand même à bouger, puis l'Académie de médecine a bougé, le Conseil de l'ordre quand même a modifié un certain nombre de choses. Il a obtenu en particulier que le Comité national d'éthique surveille en permanence le fichier. Les données du fichier ont été quand même restreintes. Et puis surtout, il y a une chose qui nous gênait beaucoup, qui a été également modifiée, c'est le fait que, en particulier dans les centres Covistan à Paris, il y avait des formations d'équipe. On était en train d'engager même des hôtesses de l'air pour les envoyer chez les gens, récupérer des données qui étaient des données éminemment médicales. Donc ça, ce n'était pas possible d'entendre ça. Donc nous, ce que nous avons dit, c'est qu'il était possible de faire du contact tracing, mais en premier rideau seulement, c'est-à-dire que le médecin examine le patient. Si ce patient, mais je reviendrai après sur la forme et le fond du contact tracing, si ce patient est porteur de la maladie ou porte des signes cliniques de la maladie, à ce moment-là, on va lui demander le consentement pour savoir si oui ou non il veut nous dire avec qui il vit dans son cercle familial. Et ensuite, dans son cercle familial, on va demander aussi aux gens s'ils veulent que l'on signale leur contact avec le patient à l'assurance maladie.
mais les médecins n'iront pas plus loin que cette chose-là. Il n'est pas question qu'on aille donner des noms sans le consentement des patients. Ça, c'est ce qu'on a dit. Mais de toute façon, la vraie question qu'il faut se poser, outre la question, et vous avez raison, qui est profondément éthique et sur les valeurs de la médecine, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le contact tracing, ça fonctionne? Ça, c'est la vraie question. Et aucun homme politique ne s'est posé cette question. C'est-à-dire qu'il y a eu des débats à l'Assemblée nationale sur le contact tracing, mais personne n'a dit, mais est-ce que ça fonctionne, ce truc? Parce qu'il y a une expérience du contact tracing. L'expérience du contact tracing, c'est la phase 2. En phase 2, les ARS ont fait du contact tracing. On a été plusieurs médecins à demander les publications des ARS pendant la phase 2, et personne n'a obtenu les publications des ARS pendant la phase 2. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui est basé sur aucun fondement, aucune publication. C'est un peu comme si on mettait en place un traitement sans aucune publication précédente. C'est une histoire de fou. Je veux dire, on n'imaginerait pas un seul instant qu'on utilise un traitement sans qu'il y ait eu de publication auparavant. Mais là, on utilise un traitement parce que c'est un traitement préventif, ni plus ni moins, le contact tracing, mais il n'y a pas de publication. On les cache. Donc, on ne sait pas si ça fonctionne. Or, ce que l'on sait au niveau international, c'est que le contact tracing est valable si vous avez, 50, 60 cas de contamination par jour pour un pays. Là, actuellement, l'Institut Pasteur nous dit qu'il y aurait sur le territoire français entre 2500 et 6000 contaminations par jour. Autant vous dire que le contact tracing est impossible. Totalement impossible. Et que même s'il l'était, ça imposerait à ce moment-là que l'on fasse plus de 1 million à 1 500 000 tests par semaine. On en est très loin, on est à 300 000 péniblement. Donc cette histoire-là ne fonctionne pas et ne fonctionnera pas. S'il y a une multiplication de clusters, elle ne fonctionnera pas. Alors qu'est-ce que ça nous dit sur la philosophie de nos dirigeants? Ça nous dit simplement qu'ils continuent à avoir une doctrine basée sur le manque. Ils sont dans l'incapacité de faire des panels et de faire du test. Ils sont dans l'incapacité de faire du test populationnel. Ils sont dans l'incapacité de viser les populations qui ont le plus d'interactions sociales et qui peuvent transmettre la pathologie. Et donc, on amuse les gens en disant on a fait quelque chose. Mais ce n'est pas suffisant. Alors, on va mettre le doigt, on va découvrir plein de clusters. C'est normal, on cherche, on va trouver. Si vous avez 3 cas dans une entreprise, il est probable que vous allez trouver 15, 20, 30 cas asymptomatiques puisqu'on les cherche. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il aurait fallu depuis bien longtemps cibler les zones à la fois dans les clusters et hors clusters pour voir comment le virus circulait. Et une fois qu'on avait vu comment il circulait, on allait cibler les attaques sur les zones où il y avait le plus de risques de transmission de la pathologie. On n'a rien fait, on n'a pas allumé la lumière, jamais. Jamais. On a juste dit on va tester à l'hôpital. Et on a regardé l'affection qu'entre les murs de l'hôpital. On a ignoré totalement ce qui se passait en dehors des murs de l'hôpital, ce qui veut dire qu'on a totalement ignoré les EHPAD, les maisons de retraite jusqu'à la mi-avril. On a complètement regardé ailleurs. Il a fallu que tout le monde gueule pour qu'enfin on s'occupe des EHPAD. Et on a totalement ignoré ce qui est beaucoup plus grave. On a totalement ignoré la ville. Je vous rappelle que 94% des patients âgés, 94% sont à domicile. C'est-à-dire qu'on ne s'est occupé que de 6% des patients âgés. Et à domicile, on est en train de découvrir des massacres. Et je pèse mes mots. Alors quand je dis massacre, ce n'est pas des morts. Mais on a quantité de patients âgés qui ont été laissés à eux-mêmes, qui ont coupé les ponts avec leur auxiliaire de vie, avec leur aide ménagère, avec leurs médecins, avec leurs infirmières, qui sont restés 2 mois seuls, avec des problèmes d'alimentation, avec des problèmes de suivi. On a un effondrement total des choses médicales et chirurgicales. Pour vous donner un ordre d'idée, les prothèses de hanche, l'activité prothèse de hanche a diminué de près de 80%, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont chuté à domicile, qui se sont fait des fractures du col du fémur et qui sont restés potentiellement pendant 1 mois avec une fracture du col du fémur. Les centres de coronarographie où on vous place les stents, où on fait les angioplasties, où on vous place les stents dans les artères du cœur quand vous faites un infarctus, l'activité a baissé de 85%. Ce qui veut dire que les gens ont fait des infarctus à domicile. Les stroke centers, qui sont les centres qui s'occupent des accidents vasculaires cérébraux, l'activité, pareil, a baissé de 80%. Donc, il y a eu des accidents vasculaires cérébraux à domicile. Et il ne faut pas oublier que si les gens sont restés à domicile, c'est parce qu'ils avaient peur de se contaminer, parce qu'on a mis un tel foin en disant aux gens « attention, restez chez vous, il y a un risque, etc. » que même dans les territoires où le virus ne circulait pas, ce qu'on aurait pu voir si on avait fait les fameux panels, les gens sont restés chez eux. Deuxième raison, ils sont restés chez eux parce qu'ils avaient peur de déranger les médecins. Ils avaient peur de déranger les médecins, alors même que dans beaucoup de territoires, les médecins ne travaillaient pas. Ils voyaient peu de monde. Et la troisième raison, et celle-là, l'État est coupable, le Conseil d'État, je vous le rappelle, a dit aux gens, n'allez pas voir votre médecin sauf en extrême urgence.
Et si vous y allez, vous allez prendre une prune. 135 €. C'était sur la fiche. Sur la fiche, il y avait marqué uniquement en cas d'urgence, voir le médecin. Et donc, les gens ont eu peur de prendre 135 € d'amende et ont coupé les liens avec leur médecin. Et maintenant, on va se retrouver avec une vague de patients non-Covid, avec des pathologies qui ont décompensé et des dommages collatéraux extrêmement profonds chez les personnes âgées. Et je ne compte pas tous les patients âgés qui ont attrapé la maladie et qui ont fait des symptômes graves à domicile sans se montrer. Ouais, c'est extrêmement grave. Alors, on a pas mal de questions sur le live, notamment une question d'Isabelle qui nous demande: que pensez-vous des patients qui rechutent? Comment expliquer que les symptômes viennent et partent ainsi de suite? C'est vrai que ça, c'est une vraie question. On a beaucoup de rechutes. Il n'y a pas vraiment de rechute. Ce qu'on sait, c'est que la pathologie est extrêmement sournoise et curieuse, c'est-à-dire que souvent, vous allez développer 6, 8, 10 symptômes différents sur l'espace de 7-8 jours. Vous allez être, mettons, vous allez commencer par avoir des céphalées, des maux de tête et de la fièvre pendant 2 jours en étant abattu, fatigué. Et puis au bout de 2 jours, ça va aller un peu mieux. Et puis le troisième jour, vous allez avoir des myalgies, des arthralgies, douleurs musculaires, douleurs articulaires. Ça va durer 2 jours. Et puis vous allez aller mieux. Et puis le cinquième et le sixième jour, vous allez avoir des dyspnées, un essoufflement, des douleurs thoraciques. Ça va durer 2-3 jours et puis ça va aller mieux. Ou alors ça va s'aggraver. Et là, vous allez vous retrouver en réanimation. Donc ça, c'est l'espèce de cycle par vague, un petit pic du Covid avec aussi souvent une anosmie, la perte de l'odorat, une agueusie, la perte du goût, que vous allez avoir aussi à un moment de la pathologie. Ensuite, on a une immunité qui peut se créer, mais qui est, on le pense, un peu légère, en tout cas qui n'est pas suffisante pour empêcher une éventuelle recontamination à distance. On n'a pas de sûreté quant à la durée de cette immunité qui paraît assez fragile. On n'est pas fixé là-dessus. Est-ce qu'il y a vraiment une immunité? Est-ce qu'elle est légère? Est-ce qu'elle dure 3 mois? Est-ce qu'elle dure 4 mois? On ne sait pas encore. Donc là, je suis incapable de répondre à votre question. Les publications diffèrent sur l'importance de l'immunité. Ah oui, c'est encore beaucoup trop tôt. Ouais. Vous, en tant que médecin, qu'est-ce que vous attendez des citoyens, des Français? Qu'est-ce que les médecins attendent de nous aujourd'hui? Quel comportement on doit avoir? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on est perdu, en fait. Par rapport à cette pathologie ou en général? En général, de manière générale, enfin, je veux dire, un coup, on nous dit faut des masques, après, il faut plus de masques, faut tester, faut pas. Enfin, je veux dire, c'est hyper compliqué aujourd'hui. La population doit prendre conscience qu'il n'y a pas de médecine sans patient et il n'y a pas de patient sans médecine. C'est-à-dire que si on a un système médical qui s'effondre dans ce pays, il est du devoir des patients, donc on est tous des patients en puissance, on sera tous malheureusement patients un jour ou l'autre, il est du devoir des patients de prendre ça à bras le corps et de dire c'est de notre responsabilité de co-gérer le système. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se laisser organiser. Autant les soignants d'ailleurs que les patients. Vous avez votre place, et quand je dis vous, c'est nous, c'est les patients, vous avez votre place au sein de la gestion du système, et votre place est aussi importante que celle de l'administration et que celle des médecins. Ce qu'il faut arriver à mettre en place, c'est une espèce de gestion tripartite où chacun a un droit d'opposition, c'est-à-dire que les représentants des patients ont le droit de dire aux médecins et aux administratifs, ça, nous ne l'acceptons pas, et puisque nous ne l'acceptons pas, vous ne pouvez pas le mettre en place. De la même façon que les médecins ont le droit de dire aux patients et à l'administration, ça, nous ne l'acceptons pas, et puisqu'on ne l'accepte pas, ben, ça ne se mettra pas en place. C'est la même chose de l'administration. C'est-à-dire qu'au fond, c'est la mise en place d'une espèce de cercle vertueux qui oblige à la confiance et qui oblige à l'entente. Mais si on avait eu à la tête du système de soins en co-gestion les patients et les soignants, je peux vous garantir qu'il n'y aurait pas eu de pénurie de masques, il n'y aurait pas eu de pénurie de tests, il n'y aurait pas eu de lits fermés en quantité dans les hôpitaux, etc., etc. Aujourd'hui, on est arrivé à l'acmé d'une gestion sanitaire qui est uniquement administrative, dont le vrai ministre est Bercy, est M. Darmanin, et pas du tout Buzyn ou Véran. Et c'est la fin d'une histoire, parce qu'on a regardé la santé uniquement sous l'angle économique, on a regardé la santé uniquement sous l'angle de la dépense, tout était trop cher, et chaque fois que l'on voulait augmenter d'un côté, on prenait à l'autre, puisqu'on a créé en 96 une espèce de système complètement fou qui s'appelle l'Objectif national de dépenses d'assurance maladie, qui est une enveloppe contrainte, c'est un cadre à l'intérieur duquel on met toutes les dépenses de santé, hormis un certain nombre de missions d'intérêt généraux qui ont des enveloppes particulières. Mais on met toutes les dépenses de santé au sein de cette enveloppe. Et on y met également les rémunérations de vos médecins, de vos aides-soignantes, de vos infirmiers, de vos kinés, etc., qu'ils soient dans le service public ou qu'ils soient en libéral. Et comme on met ces rémunérations dans cette enveloppe et que cette enveloppe est contrainte, cette enveloppe, elle dépend en grande partie de l'état économique du pays et de l'état économique de la sécurité sociale.
elle est votée, et son augmentation est votée par le Parlement chaque année à l'intérieur de la loi de financement de la sécurité sociale. Et donc, s'il faut augmenter une profession, comme c'est un même gâteau, on voit très bien que si l'on augmente l'un, il faut baisser l'autre, puisque l'enveloppe est contrainte. Et de toute manière, en termes généraux, on n'augmente jamais, parce que si on augmente, on dépasse l'enveloppe. Et donc, on en arrive à un paradoxe qui est celui d'une profession qui voit son rôle et sa responsabilité augmenter chaque année parce que la demande de soins augmente. Vous connaissez la raison, le vieillissement de la population, les maladies chroniques, etc., etc. Donc, des rôles et des responsabilités qui ne font qu'augmenter, une demande de soins qui ne fait qu'augmenter et des rémunérations ou des tarifs qui stagnent. Et donc, vous en arrivez au bout de 20-30 ans d'un tel système à avoir des soignants qui ont des tarifs qui sont les plus bas d'Europe, des infirmières qui ont les tarifs les plus bas du monde occidental et une inadéquation complète entre le rôle, la responsabilité et le tarif. Ça, c'est le bout d'une histoire parce que quand vous arrivez à ça et que vous rajoutez en plus un surpoids administratif avec des temps de non-soins qui augmentent, une pression de l'administration, vous créez de la perte de sens, vous faites que les gens ont des professions qui ont perdu leur attractivité et donc vous avez des médecins qui ne s'installent plus, qui mettent 10 ans à s'installer au sortir de la faculté. Vous avez des infirmières qui, au sein de l'hôpital public, alors qu'elles ont la garantie de l'emploi, ont une espérance de vie professionnelle qui est de seulement 8 ans. Vous avez 30% de postes vacants de praticiens hospitaliers à l'hôpital public et vous avez un système qui, dans sa totalité, s'effondre. Et ça, comme c'est vous qui allez en payer le prix, les patients, comme c'est nous tous qui allons en payer le prix, les soignants et les patients, c'est à vous et à nous de prendre notre dû, de prendre notre responsabilité et d'arriver à rentrer là-dedans et à dire à l'administration, mais on est désolé pour vous, mais la médecine est chose trop sérieuse pour être gérée par les politiques. Ouais, ça, c'est vrai qu'on a un vrai rôle à jouer aujourd'hui en tant que citoyen et ça, il faut que chacun en prenne conscience et il faut que chacun agisse. C'est hyper important et c'est aujourd'hui qu'il faut le faire, à mon sens. Bon, vous avez répondu en partie à la troisième question puisque c'était qu'est-ce que l'État français aurait pu mieux préparer selon vous. Je pense qu'on a à peu près compris ce que l'État aurait pu faire. L'État, il aurait pu dire la vérité. Oui, les choses sont, c'est ce que disait Maître Benaïm tout à l'heure. On est dans un mensonge dès le premier jour, dès la première heure. Le problème, c'est que quand l'État découvre qu'il n'y a pas de stock, mais en fait, il le sait depuis le début, puisque c'est les mêmes personnes. Vous retrouvez, je vous rappelle que conseiller de Marisol Touraine, vous avez Olivier Véran, vous avez Jérôme Salomon, vous avez Griveaux, vous avez Gabriel Attal, vous avez Richard Ferrand qui est pas loin. Vous avez fait dans l'entourage, vous avez quasi tous les gens importants de cette mandature-là. Donc, à partir de là, ils sont tout à fait en connaissance du fait qu'il manque de masques. S'ils le disent dès le départ, s'ils disent aux médecins, on découvre une situation catastrophique, on manque de masques, on manque de tout. Ça va gueuler pendant 24 heures et puis on va s'organiser. C'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on a fait, on va aller trouver les collectivités locales, on va aller trouver les entreprises, on va aller trouver et on va lancer la production. Mais là, on perd du temps. On perd 15 jours, 3 semaines. Et ces 15 jours, 3 semaines, on ne les récupérera jamais. Et ils sont responsables de milliers de morts. C'est ce qu'il faut comprendre. Si vous rajoutez à ça le temps perdu pour les élections municipales, avec un confinement qui a été reculé là encore de 10 jours, vous pouvez vous pouvez suspecter, alors on ne va pas le dire de façon certaine, mais on peut suspecter le fait qu'on aurait peut-être pu éviter 10 000, 15 000 morts. Parce qu'on aurait à ce moment-là placé la région parisienne et la région de l'Est dans la configuration de l'Occitanie. C'est-à-dire avec un confinement qui arrivait assez tôt pour éviter que la pathologie n'explose. Vous voulez réagir, Maître, par rapport à tout ça? Non, mais je partage totalement cette opinion. On s'en est déjà entretenu tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, on a un mensonge d'État qui, depuis le départ, fait que tout est faussé et que les mesures qui sont prises sont des mesures qui sont davantage des mesures cosmétiques ou des mesures qui ont pour finalité de préserver l'image du gouvernement que des mesures de santé publique. Et moi, ce que je regrette, et je partage le point de vue du médecin d'une certaine façon, c'est que ça a eu du point de vue sanitaire des conséquences dramatiques, mais au-delà de ces problèmes sanitaires, ça a pour le fonctionnement de nos institutions aussi des conséquences dramatiques. On voit qu'aujourd'hui, on s'habitue à ne plus avoir de débat. Il n'y a plus de débat politique, il n'y a plus de débat à l'Assemblée nationale. Toutes les décisions qui sont prises, et Dieu sait que ces décisions juridiques sont importantes, ce sont les plus petites lois qu'ils soient, des arrêtés. Les arrêtés, personne ne les discute. Et on ne fonctionne plus que comme ça, sans que le débat puisse avoir lieu, que ce soit le débat médiatique, parce que les médias ne font que
communiquer en permanence ce sentiment de peur, mais il n'y a pas véritablement de débat. Il y a du sensationnel, on va chercher ce sont les positions les plus extrêmes et les plus divergentes, mais il n'y a pas véritablement de débat structuré. On voit que des gens qui passent à la télévision quasiment 3 fois ou 4 fois par semaine, qui sont prétendument des scientifiques, des médecins reconnus, des gens qui devraient avoir un discours qui compte, ont un discours totalement évolutif. Et ils peuvent vous dire le contraire le lundi de ce qu'ils vous ont dit le vendredi d'avant. Ça ne les gêne pas, simplement parce qu'ils essayent de se calquer sur une doctrine qui est une doctrine gouvernementale qui n'a pas de gouvernail. Donc, moi, ce que je regrette, au-delà des vies humaines et au-delà du désastre sanitaire auquel nous sommes confrontés, c'est tous ces dommages collatéraux dont nous allons avoir beaucoup de mal à nous remettre. Parce qu'il n'y a pas simplement que l'économie, il y a aussi un fonctionnement de société, il y a aussi un corpus légal qui a été mis à mal et que nous allons avoir les plus grandes difficultés à rétablir si tant est que ce soit possible. Donc quand on vient me parler du jour d'après, comme si tout allait changer, que la société allait changer, le jour d'après, je suis d'accord avec vous, docteur, il sera à peu près ce que nous en ferons. Et il faut qu'on se mobilise pour éviter que ces jours d'après ne soient des journées noires. Et dans les dommages collatéraux, ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est qu'il y en a un dont on ne parle jamais, c'est les conséquences que l'on va vivre dans 4 ou 5 mois, parce que c'est toujours comme ça dans les chocs traumatiques, les conséquences des violences subies par les professionnels du soin, qui avaient la boule au ventre et qui avaient la peur au ventre d'aller travailler en n'étant pas protégés, mais qui allaient quand même, si vous voulez, pour remplir leur mission. Ils ont vécu une violence extrême et cette violence-là va surgir dans 4 mois, 5 mois et c'est là qu'on va avoir des dépressions, qu'on va avoir des mélancolies, etc. Il va falloir prendre en charge. C'est des stress traumatiques qui vont surgir dans quelques mois et qui auraient pu être évités si on avait pris si on avait vraiment voulu protéger ces soignants avec les moyens qui convenaient. Et si au moins on les avait prévenus en leur disant, écoutez, on n'a pas les moyens, on va tout faire pour vous aider, mais on n'a pas les moyens, on va alerter d'autres circuits, d'autres réseaux pour faire que vous soyez protégés. Mais toutes ces choses-là n'ont pas été faites et on a quantité de soignants qui ont eu la sensation d'être abandonnés. Oui, ça rejoint le préjudice d'angoisse sur lequel on s'appuie finalement, maître. Qui est le premier préjudice. Bon, je pense qu'on a fait le tour à peu près de la question. Il y aurait beaucoup encore à dire, mais je vois que l'heure tourne. Donc, on va clore ici, si vous êtes d'accord. Je pense que le message est passé. En tout cas, je vous remercie, docteur. Je vous remercie, maître, d'avoir répondu présent, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que ce live a été réalisé donc, par le collectif Justice Covid-19, que chaque citoyen est invité à nous rejoindre pour participer à notre action pénale, car c'est ensemble que nous arriverons à faire évoluer les choses. Vous l'avez bien compris, je pense. Donc, vous pouvez vous rendre sur l'adresse en dessous de la vidéo, www.justicecovid19.com. Voilà, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas reconnus comme victimes pour les préjudices que nous avons tous subis. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du collectif pour être informé de nos nouvelles vidéos. Merci aussi de penser à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et merci à l'équipe du collectif d'avoir organisé ce live. Très bonne soirée à tous. Merci docteur, merci maître. Merci Mathias. Bonne soirée.